On me demande souvent pourquoi le début du film est en couleur. Du moins, les tarots sur la table de la cartomancienne. Il y a un départ, un voyage. Et ça, ce sont les 3 parcs. La tireuse de cartes croit aux mots que les tarots lui inspirent. Et Cléo croit à ce qu'on lui dit. Elle a peur. Elle sent une menace. Elle voit un pendu. Vous êtes malade? Oui. Or évidemment, c'est une fiction. C'est une sorte de fiction en couleur qui va nous amener à la suite du film, à la réalité. On passe au noir et blanc, à la réalité des 90 minutes qui suivent. Voir ça, merci. Vous vous trompez. Cette carte n'est pas forcément la mort. Les pieds... Même si la cartomancienne lui dit c'est pas la mort, c'est la transformation de tout votre être. Cléo a vu un pendu, elle a vu des os qui s'entrechoquent. Elle a un coup. Elle a pris un coup de peur. Et c'est cette peur, cette menace de mort qui va l'accompagner pendant tout le film. C'est ça qui sous-tend son comportement, même si par moments, non seulement elle ne peut pas en parler, par le moment elle n'y pense pas. Et c'est cette peur qui ne va pas la quitter. 5 à 7, c'est une expression un peu coquine, c'est l'amour l'après-midi. Mais en fait, j'accompagne Cléo de 5 heures de l'après-midi à 6h30. Parler du temps, c'est difficile. Il y a le temps que nous éprouvons, suivant qu'on est bien, qu'on est mal, on a peur, on attend quelqu'un ou on s'amuse beaucoup. Voilà, c'est ce que j'appellerais du temps subjectif. Et puis, il y a le temps objectif. Celui avec lequel on ne peut pas discuter, c'est le temps mécanique, qui se compte en heures, en minutes, même quelquefois en secondes. C'est cette espèce de régularité du métronome qui marque chaque instant. Alors, j'ai voulu justement combiner dans le film le temps objectif des pendules qu'on voit partout, et puis le temps subjectif, comment Cléo l'éprouve pendant le temps du film. À ce désir de filmer les sensations du temps, il faut ajouter le temps du film, la durée du tournage, et les contraintes, heure après heure, d'un film qui avait un très petit budget. De plus, le tournage de Cléo s'inscrit dans un temps de ma vie qui est daté. Là, on voit Rosalie qui a 3 ans. Alors, j'ai choisi de tourner à Paris parce que ce serait moins compliqué, pas de voyage, pas de défraiement, etc. Mais une ville, c'est quand même un peu frustrant. Je voulais qu'il y ait de la nature. Alors, de la nature et des arbres, j'ai choisi le parc Montsouris, que je connais bien, qui est près de chez moi. Et on y a tourné plusieurs séquences. En 61, les pelouses étaient interdites. J'avais même fait partie d'une manif où on réclamait les pelouses pour les enfants. Nous y revoilà et c'est plein d'enfants. J'avais espéré tourner au printemps 61, au moment des lilas, des marronniers en fleurs et des pétales qui tombent tout doucement. Pour des raisons de date de production, on a tourné en été. Donc le film, je l'ai écrit pour le 21 juin 1961. C'était un mercredi, mais dans l'histoire et pour des raisons de scénario, j'en ai fait un mardi 21 juin. Voici Corinne Marchand, l'interprète de Cléo, qui revient au parc Montsouris. C'est quoi ça? L'observatoire. Les 1001 nuits? Autre changement, l'observatoire a été démoli, il reste une butte. Heureusement, j'avais des cartes postales de ce palais oriental. D'autres cartes anciennes indiquent que la cascade avait plus d'eau autrefois. Ce qui n'a pas changé, ce sont tous ces branchages en ciment, qui sont les barrières et les balustrades du parc. J'aime beaucoup cette imitation de nature en pleine nature. À l'époque, je chantais déjà quand même un petit peu, alors j'avais une petite notion de la chose. Et Agnès m'avait demandé d'interpréter une chanteuse pas très très connue. Elle m'avait donc fait descendre ces marches, comme si j'étais au Casino de Paris. Je voulais qu'elle descende comme ça, avec balancement des épaules et des hanches. Alors je me suis amusée à faire moi-même un peu de manière, mais c'était par jeu. Ce n'est pas pour lui montrer ce qu'elle devait faire, elle savait le faire beaucoup mieux que moi. C'est toujours le but rêvé aussi d'une chanteuse. Moi,
J'aurais aimé, moi, être meneuse de revue au casino et d'avoir des plumes partout et de descendre des marches. J'aurais aimé. Je l'ai réalisé ici. Réaliser, c'est toute une équipe, une petite équipe qui a réalisé ce film avec moi et avec assez peu de moyens. On a eu droit à une grue, mais un seul jour. Nous avons passé 2 semaines dans ce jardin où se noue une brève rencontre. La rencontre avec le soldat était très importante dans ce film. Ça ne vous intéresse pas de savoir que c'est le solstice aujourd'hui, le jour le plus long de l'année? Le plus long, c'est bien vrai. Ce jour-là semblait très long à Cléo. Et pour nous, les journées de travail étaient aussi très longues. Non seulement Ravi, chef opérateur, et moi avions demandé à Corinne, à Antoine Bourseillet et à toute l'équipe de venir travailler à 5h30 du matin, parce qu'au mois de juin, ce sont les journées les plus longues de l'année, la lumière commence très tôt, et ça permettait de faire effectivement des lumières rasantes. Et alors Rabier avait une autre idée. Comme on tournait en noir et blanc, ces pelouses extrêmement vertes, il mettait un filtre vert. Et dans l'image noir et blanc, ça créait un blanc presque neigeux qui convenait bien à cette rencontre particulière d'un soldat et d'une fille qui a peur. Je voulais que ce soit tout un peu irréel, même si on parle d'une réalité qui est la peur. Oui, j'ai peur de tout. Des oiseaux, de l'orage, des ascenseurs, des aiguilles, puis maintenant, cette énorme peur de mourir. Si vous étiez avec moi en Algérie, vous auriez tout le temps peur alors. Quelle horreur. Est-ce que vous vous êtes revus depuis le tournage de Cléo? Non. Non. Jamais? Non. Non, mais Vous vous êtes pas tu as beaucoup rencontrés? voyagé, toi. Vous vous êtes pas rencontrés? Non. Non, Même non. pas par hasard? Non, Non. jamais. Jamais. Mais ça arrive toujours presque. Les équipes vivent ensemble en communauté, comme sur un bateau au milieu des tempêtes et des beaux temps. Et puis, arrivé au port, on se reverra et on ne se revoit jamais. Alors là, on se revoit, on questionne nos mémoires. Il y a eu le Festival de Cannes, le film était invité officiellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on montait sur le plateau avant le film. Et le présentateur d'alors, qui était le fameux Léon Zitrone, m'a présenté, voici Agnès Varga. Sans doute à cause des girls du Casino de Paris, les Varga Girls. Et puis après, on a dû descendre les marches de l'ancien palais, bien sûr. Mais après, c'est vague. Je ne me souviens pas très bien. Tu t'en souviens? Ah, oui, moi je m'en souviens, mais c'était un petit peu dans la panique, Je sais pas, j'étais un petit peu dépassée par les événements. Moi, je pense que je ne suis pas venu à Cannes. Je n'ai aucun souvenir de Cannes. Mais c'est pas possible, ça. Mais tu n'as pas de souvenir? Oh, attends. Et ça, qui c'est ça? Oui, ben, j'étais à Cannes. Vous étiez pas mal toutes les deux. Vous étiez pampantes, comme on dit. On se souvient de notre émerveillement d'être sélectionné à Cannes, parce que moi, je ne savais même pas ce que c'était, disons. C'est drôle parce que j'embrasse un marin. Mais bon, c'était la folie autour de nous, quoi. C'est un jour merveilleux pour une actrice. Et moi, je découvrais tout ça. Hein. J'étais la reine d'un jour. Reine de plusieurs semaines et très présente en photo dans la presse. Moi, j'avais fait celle-ci, le visage de Cléo, et Luc Fournol avait fait maquiller Corinne et coiffer pour la photographier à la manière de et aussi belle que Brigitte Bardot, que Liz Taylor, Grace Kelly et Marlène Dietrich. Le chapeau claque, tu en avais un. C'est ainsi que je t'ai découverte sur le tournage de Lola, le premier film de Jacques, avec Anouk Aimée. Celui qui porte ton chapeau claque, c'est Bernard Toublanc, le premier assistant de Jacques. Il t'avait vu dans un musical avec Georges Guettari. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, prends ta valise demain, je n'ai pas encore de contrat de fait, je te promets des gros plans dans le film de Jacques Demy, tu prends
ton haut de forme, tes collants, ton boa, c'est vrai, hein? Et tu viens. Jacques l'avait déjà vu? Non. Jacques a été enthousiasmé en la voyant, et il a tenu ma parole, à savoir qu'il a fait des gros plans de Corinne. Des chapeaux, Cléo la coquette en essaye plusieurs, dans un magasin qui s'appelait Francine. Il a disparu. Pendant qu'on tournait, on a eu une surprise, un coup de chance. La garde républicaine à cheval passait rue de Rivoli. J'étais ravie de ce hasard. Rabier a fait vite. Là, j'ai rapproché les plans où on a profité de ces cavaliers vus à travers des vitres et dans les miroirs. Mais tout de même, je préfère celui que j'ai vu en premier. Les miroirs, Cléo les aimait beaucoup. Pendant toute la première partie du film, Cléo est décrite, elle est définie par ceux qui la regardent. Sa gouvernante, la vendeuse de chapeaux, son amant, les musiciens et ses miroirs. Cléo, elle est regardée. Et au milieu du film, j'ai voulu faire une vraie coupure, un vrai changement. Au bout de 45 minutes, la belle Cléo, elle sent que ça craque. La baby doll, la poupée, la petite star blonde et tout ça, ça craque. Elle arrache son déshabillé, elle arrache sa perruque, elle sort. Si je pouvais m'arracher la tête avec. À partir de là, c'est une femme qui regarde. Elle regarde les gens de la rue, elle regarde les gens dans les cafés, elle regarde son ami, après elle regardera le soldat. Pour moi, c'est une démarche féministe. Je voulais que ce soit une femme, justement, qui ne se définit que par le regard des autres et qui, à partir d'un certain moment, parce qu'elle se met à regarder, va changer. En fait, elle va se redéfinir elle-même. C'était un grand rôle, c'est rare d'avoir à sa disposition une telle possibilité. Pour une comédienne, c'est génial. Ah oui, Cléo, c'est un rôle multiple. Elle passe de la coquetterie à l'angoisse, de la peur à la curiosité. Elle évolue, elle change. Et même quand elle fait des jolis mouvements dans son déshabillé, elle fait comprendre qu'elle est seule, avec cette peur d'être gravement malade. C'est vrai. Mais tout de même, j'aurais voulu lui parler. De quoi? Mais de ma maladie. Tu as donc déjà oublié? Il n'y a vraiment que moi qui y pense. Et Corinne, en plus, dans ce rôle, représentait en même temps une forme de santé apparente. Ce qui était à contrario du personnage, et c'était très bien, justement. C'est qu'elle ne soit pas souffreteuse, qu'elle ne soit pas maigrichonne, etc. C'est vrai que tu respirais la santé. Exactement comme cette femme magnifique, peinte par Baldwin Green, un squelette murmure à son oreille ce qu'elle ne veut pas entendre. Ou lui tire les cheveux. Ce thème, ce sujet a souvent été utilisé par le peintre, mais pour moi ça a été une inspiration, une autre façon de représenter ce que je voulais raconter. Alors j'avais des reproductions, des cartes postales, évidemment, des peintures de Baldwin Green. De temps en temps, j'en punaisais une, par-ci par-là. Toute petite image à regarder, mais pour moi, une très grande image mentale au centre de mon projet. J'ai très bien compris, à travers cette image, ce que tu voulais faire. En plus de ça, il ne faut pas oublier que, tu le sais toi-même, comme nous avons tourné du commencement du film, enfin dans l'ordre chronologique de l'histoire, à la fin du film, moi j'étais épuisée par cette idée. Et il me semble me souvenir qu'à la fin du film, j'étais très fatiguée par rapport aux premières images. C'est plus que fatiguée. Je t'ai demandé de perdre du poids, tu as perdu 7 kilos en 7 semaines de tournage. Oui, parce que j'étais imprégnée par ce personnage, j'y pensais beaucoup et j'y ai cru et je l'ai vécu vraiment profondément. Il y a la Cléo malade et la Cléo chanteuse, vraiment chanteuse. Et la musique, non? Mais Michel Legrand avait trouvé que tu chantais bien, d'ailleurs c'est comme ça que c'est Ah, pas... on s'est bien entendu tous les deux, ça n'a pas c'était été merveilleux. doublé, hein, Non, c'est rare dans les films. C'était un bon moment, ça, la chanson. C'était dans le film, je crois que c'est un point culminant. Seule, laide et livide,
sans toi, sans toi, sans toi. Quand Corinne chantait son propre playback, on était tous émus. Ici, à droite, Bernard, ce premier assistant de Demy qui était devenu mon premier assistant. Et sur cette photo à gauche, on voit Marine Karmitz, l'autre assistant. On a décidé de se revoir. Rendez-vous pris dans les locaux de l'entreprise où Marine produit des quantités de beaux films, et il est distributeur, il est éditeur de vidéos. C'est un pilier du cinéma français. Marine est devenue MK2. On ne s'est pas vu depuis quasiment Claude 5 à 7, non? Absolument. En écoutant le générique, je m'étonne de ce que dit la cartomancienne quand apparaissent les noms de mes deux assistants. Je vois les forces du mal. Est-ce le hasard ou une erreur? C'est une erreur parce que vous savez bien que vous avez été pour moi les forces du bien, mes soutiens, des assistants formidables. J'ai dit comme j'ai connu Bernard qui venait de Demy. Et toi, Marine, je t'ai rencontrée à travers Antoine, à travers Samy Fray. Oui, je voudrais te demander, est-ce que tu as senti que c'était plus difficile d'être assistant sur un film en temps réel et dans un trajet réel? Moi, je me souviens avoir fait des jours et des jours de repérage entre la rue de Rivoli et le parc Montsouris, où je minutais le trajet qui devait être extrêmement précis, et je me demandais si ça pouvait tenir le temps réel. C'était très difficile de ne pas se tromper à cause de ce défi de l'heure réelle. Il fallait que les montres, les pendules de rue, soient à l'heure du récit. Et ensuite, au montage, il a fallu qu'on adapte le montage pour qu'il coïncide avec les montres qu'on avait filmées. Les spectateurs verront qu'on a fait très attention. Il est 5h05 quand Cléo est chez la cartomancienne. Il est 5h08 quand elle entre au café. Et si vous croyez qu'on s'est trompé, c'est parce qu'il y a des miroirs. Quand Tabac se lit à l'endroit, il est bien 5h08 à la pendule. Dans le taxi, c'est double signal, la radio et la pendule du Carrefour Vavin. Il est 17h22 et les femmes parachutistes... Chez Cléo, elle a une collection de vieilles pendules, comme ça on n'était pas obligé de les mettre à l'heure. On n'aurait pas pu s'en sortir. Elle a juste un timer pour ses exercices. Quand elle marche vers le café du Dôme, il est 6h moins 8. Et 6h, quand elle traverse la place Edgar Quinet pour aller voir son amie Dorothée. Dans le taxi vers le parc Montsouris, il est 6h15. Le film étant tourné chronologiquement, c'est très rare dans le cinéma quand même de tourner le début au début, etc. C'était relativement plus facile quand même. Ce qui est difficile, c'est de tourner en plein Paris, quand je voulais par exemple glisser de l'arrière du taxi à l'avant. Il a fallu poser un châssis de taxi sur un énorme plateau. La carcasse était montée sur une auto-travelling avec un chauffeur et un moteur à part qui devait parcourir les rues, mais l'engin était très large. Quand on a tourné sur le Pont Neuf et que je voulais faire une deuxième prise, l'énorme plateforme a été obligée de faire un grand tour, passer la Seine sur d'autres ponts, revenir. On perdait un temps fou. Un de mes plaisirs, non sans problème, était de tourner dans des vrais lieux, des cafés que j'avais repérés. Là, il y a 2 figurants à droite, tous les autres sont les clients du café qui s'appelait « Ça va, ça vient ». Ça allait bien, ça venait bien, avec une mise en scène spontanée de la vraie vie. La Turquie, l'Égypte, l'Afrique, il envoie des cartes postales, il écrit « Je vois du pays, bon baiser à tous ». Jamais question de maladie. Et puis il revient. Au Dôme, c'était pareil, il y avait quelques amis venus figurer, les autres étaient les vrais clients de ce fameux café. Par contre, chez Cléo, c'est un décor créé par Bernard Evin, dans un espace clair et vide. Un décor un peu spectaculaire pour Cléo et ses chatons. Je me souviens d'avoir trouvé cet atelier, j'étais fou de joie parce que j'avais beaucoup cherché, dans ce quartier magnifique, c'était dans le 10e, c'est ça, et qui n'a plus d'ailleurs tout de suite. On était bien d'accord avec Jean Rabier, chef opérateur, qu'il serait bien d'utiliser la lumière du jour venant des fenêtres et des verrières. Il y avait très peu de projecteurs utilisés, parfois pas. Tu sais que j'ai été opérateur. Je savais pas. Si, j'ai fait l'IDEC comme opérateur.
Et donc j'ai appris, moi, avec le système ancien, puisque j'ai été assistant de Matras, j'avais été assistant de Guylain Cloquet, qui avait formé Sacha Vierny, Pierre Lhomme, etc. Et donc on était habitué à tout à fait d'autres systèmes d'éclairage. Autrefois, dans les lits, on mettait des draps bleu ciel, parce que les opérateurs ne voulaient pas de blanc. Vous vous rappelez pas de ça? On mettait des chemises bleues, et il était hors de question qu'un acteur ait une chemise blanche. Et le blanc était uni. Et donc on détestait le blanc au cinéma. Pire, on faisait du noir et blanc, mais on m'a détestait fait le une blanc. crise de nerfs parce que dans une scène d'un film de Léonide Mogui, les dactylos avaient pas du papier bleu, mais du papier blanc sur leur machine à écrire. Tu vois le genre? C'était dément. Et grâce à toi, j'ai découvert le système d'éclairage par lumière réfléchissante, à partir de papier blanc, ou de toile blanche, ou de mur blanc, etc. Et j'étais obligé de désapprendre tout ce que j'avais appris à l'école, et j'apprenais autre chose, une autre façon de faire du cinéma, et qui m'a marqué pour le restant de ma vie. Et Cléo, tu l'aimais bien? Ah, moi, je l'ai trouvée très très belle. Et je me souviens surtout de sa coiffure et de sa robe. La robe à pois. Sur cette photo, Marine ne semble pas charmée par la robe. C'est au début du film. Cléo redescend de chez la cartomancienne qui habitait au 58 rue de Rivoli. L'immeuble a été très longtemps le domaine des squatteurs, jusqu'à ce qu'on les force à partir. En tout cas, les ferronneries de la porte, on les reconnaît bien. C'est bien là qu'on a tourné. Et cette robe à pois, qui était avec de l'organdi ou je sais pas quoi, enfin elle était double. Il y avait un fourreau plus quelque chose à l'extérieur. Bravo les garçons. Et je me souviens, ça lui donnait un côté aérien qui était très joli. Je dois dire, c'est ton idée à toi. Ah, c'était toi qui l'avais dessiné? Oui, j'aime les pois, moi. Et qui lui donnait une démarche très légère. L'autre robe, c'est la petite robe noire, à godet. Cléo porte un de mes colliers. J'avais amené chez elle toute ma collection. Les ailes aussi venaient de chez moi, ainsi que le rocking chair. Oui, madame, vous ne les faites pas assez souffrir. Je me souviens que j'avais prêté ma voiture au médecin qui venait annoncer la nouvelle, tu te souviens? Ah, c'est ta voiture, c'est du médecin? Oui, c'est une Singer décapotable dont j'étais pas peu fier. Et la bague? La bague de Cléo. Tu l'avais trouvée, je pense, chez une marchande. Boulevard Raspail. Boulevard Raspail. On ne l'avait pas achetée, À mais cause du budget dont tu parles si bien. on l'avait louée. Et maintenant, en la voyant, je me souviens, oui. Oh, vous avez une jolie bague. C'est une perle et un crapaud. Vous et moi. Et à la fin du tournage, pour offrir notre reconnaissance à Agnès, on l'a achetée en... Vous avez payé, en fait, la différence entre le prix de la location et l'achat. J'aime beaucoup cette bague. J'ai été très touchée par leur attention, par ce cadeau. Le film était découpé en chapitres, indiquant l'heure et la durée de chaque séquence. Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est belle? Parlons de Dorothée Blanc. Alors, dis-moi à quel moment on s'est connus, nous? Eh bien, au moment de l'Opéra Bouffe. En 57. Là, les dates, faut pas trop me demander. J'y tournais donc des images dans la rue Mouffetard. Et puis toi, avec José Varela et un autre qui s'appelait Tassin. Ça, je me souviens pas. Tu avais deux amants. Oui. On voyait à peine. Tant qu'à faire, hein. Oui, tant qu'à faire. Avec Varela, on te voyait dans un lit. Est-ce que tu te souviens de ça? Quelqu'un m'avait dit que c'était choquant. Moi, cela me semblait très naturel. Tu lui caressais le pied. J'ai continué après avec les amants que j'aimais. Et mon plan préféré, c'est celui que tu as tourné dans ta cour, là, sur le lit. Un vieux matelas, un vieux lit en fer. Et tu m'avais simplement demandé de bouger un tout petit peu la colonne vertébrale. Voilà, exactement. Mais alors, toi, qui savais ce que c'était d'être modèle, mais dans le film... Donc, il n'y avait pas de transition, c'était comme à la vie, comme à la scène. C'est vrai que quand on entrait dans l'atelier, c'était assez merveilleux comme atmosphère. Il y avait un univers d'artistes très
très doux, très calme, très... Silencieux surtout. Il faut que je confesse qu'au moment de préparer le film pour le DVD, j'ai changé 2 collures de montage quand Cléo entre dans l'atelier du sculpteur couturier qu'on aperçoit au fond. Soit dit en passant, il vient d'avoir 100 ans. Bon, ce que j'ai supprimé est indiqué ici au ralenti et en jaune. Je trouve que le raccord est mieux avec cette seconde et demie en moins. Toi, jouant Cléo, tu découvrais la simplicité de Dorothée Modèle. Toi, Dorothée, oui. Je me souviens, j'avais demandé aux artistes qui sculptaient, qui te regardaient, de traverser, quoi, de ne pas te regarder toi. On regarde une idée à travers eux. Oui, oui. Qu'est-ce que tu sentais quand tu posais? La liberté pour moi. C'est-à-dire que justement par rapport à d'autres métiers où les gens te demandent d'être ceci ou cela, quand tu poses, t'es rien. C'est-à-dire tu es toi-même et puis on ne te demande pas tes états d'âme. Alors tu respires et puis tu cogites toute seule. Le peintre, c'est pas son problème, tu vois. Alors c'est ça c'est la liberté. Et ça t'épatait un peu. Enfin, la Cléo, elle était quand même coincée, angoissée. Oui, c'est ça. Cléo était un peu plus coincée quand même. Elle n'aurait peut-être pas posé nue et moi non plus d'ailleurs. Je viens d'apprendre. Hein. Assieds-toi. Il y eut aussi l'aventure de Dorothée au volant. Que je l'ignorais à l'époque. Je ne savais pas que tu ne savais pas conduire. Mais non, je n'avais jamais conduit. J'ai pris des cours. Tu te souviens Mais j'ai été obligée de passer le permis 2 fois. La première fois, je l'ai loupé. Et la deuxième fois, je l'ai loupé aussi. Mais l'instructeur m'a dit, bon, alors vous commencez à tourner quand? Alors je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, ça dépend de vous. Il me dit, comment ça dépend de moi? Je lui ai dit, oui. Le tournage commence cet après-midi, alors si j'ai le permis, je tourne, si je ne l'ai pas, je ne tourne pas. Alors il me l'a donné. Ôte-toi. Cette auto que Dorothée conduisait tant bien que mal, il a fallu une photo en couleur pour que je me souvienne qu'elle était rouge. Mais je ne sais plus qui l'avait prêtée. Je me souviens avoir repéré une adresse amusante pour Dorothée. Oui, dans le 14e, il y a des escaliers qui s'appellent rue des Artistes. Dorothée les redescend pour nous saluer avant de partir. J'aime bien faire un temps d'arrêt sur des noms de rues, de boutiques, des stations de métro ou de bus. Et les grands esprits de sottise. On dirait les maximes de la bruyère. Et en s'approchant de la place d'Italie, j'ai saisi l'occasion, comme souvent dans mes films, de parler des arbres, de la vie des arbres. Connaissez-vous le nom de ces arbres? Non. Des Paulownias. Ah. Vous savez, des Paulownias, il y en a aussi place de la Contrescarpe et puis en Chine et au Japon. C'est un arbre plutôt rare, il vient de Pologne. Eh bien, je m'étais trompée. C'est de Chine que viennent les Paulownias. Mais les grands arbres de 61 ne sont plus. Alors j'ai demandé à des bûcherons-chefs de la ville de Paris de nous en parler. Alors, les Paulownias de la place d'Italie, c'est des arbres qui avaient déjà un certain âge, bon, environ à peu près une 50aine d'années. Ils étaient dans un cadre relativement pollué avec les automobiles. Il faut savoir qu'en sous-sol, il y a le métro, donc dans une atmosphère assez ingrate, donc il commençait à dépérir. Suite à cette étude phytosanitaire des arbres, il a été décidé de régénérer la place entière et de supprimer les vieux arbres qui restaient. Il faut dire que la tempête de 99 nous a bien aidés aussi, puisque un certain nombre d'arbres étaient tombés et risquaient de poser quelques problèmes aux gens qui se promènent dans le square. Donc on a tout abattu. Ça fait toujours de la peine d'abattre un arbre, mais il faut dire aussi que derrière, on en replante un pratiquement dans l'immédiat, et ils seront aussi beaux d'année en année. Donc c'est vrai que pour l'instant, ils sont encore jeunes, ils sont encore petits, c'est une naissance assez vigoureuse, qui pousse relativement vite. Hein. Et puis là, on peut voir, à cette époque-là, ils commencent à être en fleurs. Vous avez quelquefois des bandes qui viennent et qui s'amusent la nuit à faire du vandalisme, à jouer au couteau sur le tronc, le genre chérie, je t'aime ou les choses comme ça. Mais c'est joli, c'est romantique, mais ça n'empêche que l'arbre, c'est quand même un être vivant et il n'aime pas beaucoup qu'on lui fasse du mal.
Ah, je les aime pas, je les adore les arbres. Ça va faire 34 ans que je suis dans l'arbre, je suis né à la campagne, j'ai été élevé à la campagne et j'ai commencé à grimper dans les arbres, j'avais 5-6 ans. Moi c'est pareil, si on fait ce métier-là, il faut automatiquement aimer la nature, donc on aime les arbres. C'est un métier de passion. C'est un métier de passion. 2 mois plus tard, les Polonias de la place d'Italie, après avoir fleuri, ont reverdi. Et nous sommes passés par là pour aller à l'hôpital qu'on voit à la fin du film. À quelle heure est votre train? Un peu avant 8 heures, le bateau demain matin. Il nous reste si peu de temps. C'est idiot de chercher le docteur. Ça ne me presse pas tellement, je lui téléphonerai ce soir. Comme vous voulez. Car le temps pour Cléo et Antoine était trop court ou trop long. On a tout le temps. Et l'espace entre eux énorme ou resserré. J'ai emmené Antoine Bourseiller et Corinne Marchand dans le parc de l'hôpital pour leur parler de la séquence finale du film. Je suis émerveillée par votre entente, par quelque chose d'extrêmement subtil qui est entre vous, par une douceur de penser l'un vers l'autre, et c'est ce que j'appelle être ensemble. Ça n'a pas de rapport avec être amoureux, ça a un rapport avec quelque chose qu'on peut éprouver dans certaines circonstances exceptionnelles. C'est vrai, on était dans une bulle à ce moment-là. Il me semble avoir exprimé ça dans mes yeux. Quant à Antoine, tu avais les larmes aux yeux dans cette scène. Possible. Est-ce que le spectateur l'a ressenti? Oui, c'est là. Bon. Je ne peux que vous remercier. Je vous ai admiré à l'époque. Je vous admire 40 ans après d'avoir exprimé ce que je souhaitais. Pourquoi? Je regrette de partir. Je voudrais être avec vous. Vous y êtes? Il me semble que je n'ai plus peur. Et il me semble que je suis heureuse. Il faut que je raconte ici le problème du dernier plan du film. On avait bien installé le rail, Corinne et Antoine marchaient le long du rail, et ils sont ensemble, ils se regardent avec émotion, enfin, ils se regardent très peu. Il y a quelque chose d'éphémère et de subtil qui passe dans ce plan. Le plan est assez long, ils avancent. Or, qu'est-ce qui se passe vers la fin du plan? Entre eux, quelque chose de flou, noir apparaît, et c'est le rail du travelling. Je suis catastrophée, je m'en veux. Je dis, mais c'était pas la bonne hauteur de caméra, on n'a pas fait attention, qu'est-ce qui s'est passé? On a trop regardé leur figure, pas assez le plan. Bon. Je mets 2 mois à convaincre Bourgard de nous autoriser à refaire le plan. Alors, Antoine et Corinne viennent, costume, tout, petite équipe, le travelling, la caméra, de la pellicule, l'ambiance y est, il y a des ambulances, on a remis le rail, ils avancent tout doucement. Et Corinne dit la même chose. Il me semble que je n'ai plus peur, il me semble que je suis heureuse. Ils se regardent. Voilà. Il n'y a pas le rail dans le champ, mais ça ne marche pas très bien. Je leur dis, écoutez, peut-être je ne vous ai pas bien aidé, je ne vous ai pas dit ce qu'il fallait, peut-être il fallait rien dire, peut-être il fallait dire quelque chose. On refait. Prise 2, prise 3. Pour moi, c'est nul. Ils y sont pas du tout. Et dans le montage, j'ai remis le plan du premier tournage avec le rail qui apparaît flou à la fin du plan. Jamais personne d'ailleurs ne m'en a fait le reproche, ou peut-être que les gens l'ont pas vu, peut-être que j'ai même tort de raconter cette histoire. Mais ce que ça m'a appris en tout cas, et c'est une vraie leçon, c'est que c'est difficile de reconstituer, de retrouver la magie d'un moment où tout le monde était d'accord, l'impulsion, le désir de la mise en scène, l'émotion des acteurs, tout était bien. Et on ne peut pas non plus essayer de rattraper quelque chose qui est éphémère et miraculeux. Quelle leçon. À propos des bancs de cet hôpital, Georges Sadoul, qui était critique de cinéma très connu en 1962, m'a raconté une histoire que j'ai trouvée extraordinaire. Quand il a vu le film Cléo, il a eu un choc. Il m'a d'ailleurs écrit une lettre. Chère Agnès Varda, vous m'avez fait pleurer. Et plusieurs jours de suite avec Cléo de 5 à 7, qui m'a profondément touchée. Le beau film, votre meilleur film. Il y avait, je dois vous l'avouer, une coïncidence extérieure à votre film. En juin 1938, j'ai attendu toute une journée
dans le jardin de la Salpêtrière, l'annonce d'une mort, celle de ma femme Jacqueline Cartier-Bresson, qui mourut à l'âge qu'a votre Cléo. Et pour moi, ce jardin, c'est l'image même de la mort, le comble du tragique. Et quand j'en ai parlé avec lui, outre d'avoir attendu là l'annonce de la mort de sa femme, il avait attendu avec elle qu'un médecin leur parle. Et ça m'a beaucoup impressionné que sans le savoir, j'ai inventé une scène qui était si violente, si forte dans la vie de quelqu'un d'autre. De même, je ne sais ce qui a motivé Baldwin Green à peindre ces belles femmes menacées par des squelettes. Mais c'est arrivé jusqu'à moi 500 ans après. Et cela m'a motivé. Je vais refermer les quelques souvenirs de ce film en repliant mon petit cahier où je notais les projets et ensuite je l'illustrais avec des photos à mesure qu'on tournait le film. Voilà, je le referme à présent.